Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la désobéissance civile pendant le confinement et le confinement. Et je vais vous lire un texte que j'ai rédigé et je vais vous le lire. Je vais vous mettre les liens dans la description en bas si vous voulez les lire. Je ne sais pas si vous connaissez bien le concept de la désobéissance civile. Il y a aussi le lien sur Wikipédia que je vous mettrai dans la description qui est intéressant. Et je crois que l'idée a beaucoup été évoquée pendant les Gilets jaunes surtout. C'était une période où je n'étais pas en France. Donc, oui, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. Donc, je reprends aux bases. J'ai envie de vous raconter cela, d'où cela vient. Et en tout cas, selon ce que j'ai appris moi-même à l'université. Le terme en lui-même a été forgé par Henry David Thoreau, un écrivain et philosophe américain du 19e siècle. Il a rédigé tout un essai là-dessus en 1949 et c'est à peu près au même moment que Karl Marx a rédigé son manifeste communiste. C'était en 1848, donc une année plus tôt. Et pendant mes études d'anglais, j'ai alors saisi l'occasion de comparer les deux discours. Et cela m'a convaincu profondément que la voie libérale et pacifiste de l'américain, de Thoreau donc, est bien plus efficace à long terme pour changer le monde que celle proposée par l'allemand Marx, qui, elle, est donc plutôt organisée, massive et aussi violente. Donc c'est la révolution et la dictature du prolétariat. Selon moi, la désobéissance civile est donc la seule valable et c'est, à mon avis, la voie des colibris. Chacun fait sa part. Mais oui, aussi la voie des gilets jaunes et je crois que aussi il y en a d'autres en ce moment qui proposent ça comme mode d'être actif sur Internet. D'ailleurs, moi, ce n'est pas une incitation à la révolte ou à la désobéissance. Non, cette contribution de ma part est plutôt une incitation à la réflexion et par la suite d'agir selon ses propres convictions. Thoreau, donc, en 1848, lui, il a refusé de payer ses impôts à l'État américain puisque celui-là, il les aurait utilisés pour financer sa guerre contre le Mexique. En plus, Thoreau était généralement contre la politique du gouvernement qui, à ce moment-là, était toujours en train de profiter du système d'esclavage. Thoreau a accepté d'être emprisonné pour cet acte de désobéissance. On pourrait dire que l'action n'a servi à rien puisque les États-Unis ont fini par gagner cette guerre et le Texas, qu'ils ont annexé du Mexique à cette occasion, fait aujourd'hui toujours partie de leur territoire. Si de l'autre côté, l'esclavage a été abandonné officiellement 18 ans plus tard, en 1866, après la guerre civile, gagnée par Lincoln et les États du Nord, on peut légitimement douter de l'impact de l'action de Thoreau 18 ans plus tôt. Mais il y a d'autres impacts que l'on contribue aussi à Thoreau et son concept de la désobéissance civile. Par exemple, le Civil Rights Movement de Martin Luther King et le mouvement des beatniks, des hippies, contre la guerre au Vietnam, Make Love, Not War. Enfin aussi, le mouvement de la résistance passive et pacifique de Mahatma Gandhi et l'indépendance de l'Inde de l'Empire britannique qui en a résulté. Gandhi a, par exemple, incité les Indiens à brûler leurs passeports britanniques et à ne pas suivre les ordres de l'autorité colonisatrice à l'époque. Le résultat, on le connaît bien, il est quand même merveilleux, non? Donc ça peut marcher. On pourrait douter cependant que Gandhi avait besoin de Thoreau pour être inspiré, car ces derniers et les autres philosophes américains de son époque, les transcendantalistes, comme on les appelait, ont de leur côté plutôt été influencés beaucoup par des courants spirituels venant de l'Inde, comme le bouddhisme, l'hindouisme, mais aussi le taoïsme originaire de Chine. Cependant, Gandhi fait explicitement louange à Thoreau et son essai sur la désobéissance civile, qu'il a même traduit pour un journal indien à l'époque. Pourquoi cela m'occupe l'esprit actuellement et pourquoi j'ai envie de le partager avec vous?
parce que je suis actuellement désobéissant aux ordres de l'État français et je me demande comment je réagirais si un policier m'arrêtait sur mon chemin à la boulangerie et me mettait une amende pour avoir permis à mes enfants de m'accompagner à vélo. Ou s'il m'attrapait à 2,5 km de mon domicile en train de faire un footing en pleine nature, au bord d'une rivière. Ou s'il n'acceptait pas que je raye la date de la veille sur mon attestation de sortie pour la remplacer avec celle du jour même. Dans ce cas, est-ce que je serais prêt à refuser de payer cette amende injustifiée et insensée à mes yeux? Est-ce que je serais prêt à supporter d'éventuelles conséquences jusqu'au bout, impliquant éventuellement de devoir payer des frais supplémentaires qui impacteraient ainsi lourdement sur le budget familial? Est-ce que je serais prêt à aller en prison et ainsi renoncer à ma liberté personnelle et surtout à négliger à mon devoir de père de famille? Et si je le faisais, si je serais prêt à assumer toutes les conséquences, est-ce que cela pourrait avoir une conséquence sociétale et politique? Est-ce que cela pourrait inspirer d'autres personnes à désobéir à leur tour pour signaler aux autorités que nous ne sommes pas d'accord avec leurs ordres et que nous sommes capables d'agir d'une façon raisonnable et responsable par notre propre conscience? Car il ne s'agit pas de négliger toutes les mesures et gestes barrières mises en place pour gérer la situation sanitaire nationale déplorable. Il s'agit de réclamer le droit d'être traité comme une personne adulte et mature, capable de se comporter de façon civique. Excusez-moi, je suis en train de me rendre compte que on voit bien que je suis les lignes avec mes yeux et bon, c'est pas du tout comment j'ai imaginé que ça aurait l'air, mais bon. Il s'agit alors de réclamer le droit d'être traité comme une personne adulte et mature, capable de se comporter de façon civique et citoyenne quand on parle d'un sujet sérieux. Désolé. Oui, mais on est quand même capable de le faire, hein, de se comporter d'une façon raisonnable, quand il y a la nécessité, quand c'est nécessaire, sans que l'on nous impose des mesures généralisées qui font éventuellement sens dans quelques cas, mais certainement pas partout, pas à tout moment et pas pour tout le monde. Une règle doit avoir un sens. L'objectif de toute règle, ou de la plupart des règles, est de gérer le vivre ensemble des êtres humains, en limitant la liberté de certains ou certaines pour assurer la liberté des autres. Ne pas devoir passer une rue quand il y a un feu rouge, par exemple, assure aux autres de pouvoir passer à leur tour, sans risquer un accident, et aussi pour nous-mêmes, d'éviter le risque d'éviter des accidents. Mais est-ce qu'il est censé de suivre cette règle toujours, à tout moment, inconditionnellement? Quand par exemple, à 4 heures du matin, vous rentrez chez vous d'une fête, à pied, vous êtes seul dans la rue, il pleut des cordes, vous arrivez à un feu rouge. Un feu rouge de piéton, évidemment, pas de voiture. Vous êtes déjà mouillé jusqu'aux os. Et donc, à ce moment-là, attendriez-vous que le feu change au vert avant de passer la rue? Si oui, bravo, vous ferez preuve d'un bon esprit de citoyenneté et vous pourriez même demander la nationalité allemande ou suisse, c'est bien. Sinon, si vous croisez la rue alors qu'il y a un feu rouge, bravo, vous avez un esprit critique et du courage d'agir d'une façon émancipée. Vous avez le courage de désobéir, de ne pas suivre une règle qui n'a pas de sens à ce moment-là. Parce qu'il y a des situations où une règle ne remplit pas sa fonction. Si vous êtes seul dans la rue, cette règle-là, elle ne peut pas régler le vivre ensemble. Parce que vous êtes seul, vous n'êtes pas ensemble avec quelqu'un. Elle n'a pas de sens dans cette situation particulière. Donc pourquoi l'appliquer? Et même, en l'appliquant à ce moment-là, dans cette situation où elle est inadaptée, elle peut avoir un effet négatif. Imaginez-vous qu'en attendant, devant ce satané feu rouge, qui semble être défectué puisque cela fait déjà 20 minutes qu'il reste bloqué sur le rouge, soudainement, vous entendez des coups de feu autour du coin, vous entendez des cris, des agressions,
Puis les cris s'arrêtent après les coups de feu. Et après, des pas précipités en votre direction. Et puis le Terminator qui fait apparition autour du coin. Il s'en veut à vous. La règle du feu rouge, dans ce cas-là, vous empêchera de faire tranquillement la grasse matinée. Vous trouvez peut-être que je m'emporte et que c'est exagéré et que c'est hors du contexte et que ça n'a rien à voir. C'est tiré par les cheveux. Mais moi, je trouve que certaines règles du confinement valent tout à fait la comparaison. Restez chez vous, vous sauvez des vies. Ça, c'est la devise. Et moi, je trouve ça scandaleux de vouloir faire croire aux gens une telle sottise. Respectez les gestes barrières. Oui. Évitez du contact risqué. Oui. Confiner des malades, certainement. Soigner des malades, tout à fait. Tout cela, ça peut sauver des vies. Mais comment peut-on inculquer aux gens d'être fiers de sauver des vies en regardant Netflix et YouTube chez soi? Comment je sauverai des vies en évitant un footing tout seul en forêt à 2,5 km de chez moi? En évitant d'aller à la plage, en évitant d'aller à la rivière tout seul, faire de la pêche, faire du kayak, en évitant d'aller à la boulangerie, en interdisant à mes enfants de m'accompagner à la boulangerie. Bien sûr, s'ils m'accompagnent et m'attendent dehors en gardant une distance suffisante vis-à-vis des autres. Donc, comment je peux sauver des vies avec ça? Mais même bon, ça fait peut-être pas de mal, on pourrait dire, c'est pour pas prendre de risques et tout, mais elle peut aussi, cette règle-là, elle peut avoir un effet négatif. Parce que si j'y croyais vraiment à cette devise généralisée, que je puisse sauver des vies en restant chez moi, j'éviterais alors de sortir à l'air libre, à l'air frais. J'éviterais mon activité physique habituelle. J'affiblerais ainsi mon système immunitaire. Je nuirais aussi à mon bien-être psychologique. Je m'occuperais des liens sociaux, je déprimerais. Je mettrais ma santé personnelle en danger et aussi celle de mon entourage. Vous savez, probablement, j'espère, que la Suède et aussi pas mal d'autres pays ne confinent pas. Même les écoles suédoises sont restées ouvertes. Et pourtant, il y a la moitié du nombre de cas de morts qu'en France. Relativement, en pourcentage, pas en absolu. Il y a moins de population en Suède. Mais en pourcentage, c'est quand même la courbe, c'est la moitié de la France. Bon, on ne peut pas tout comparer, on le sait, la France, ce n'est pas la Suède, il y a pas mal de différences. Mais comment ça se passe en Suède et comment cela peut fonctionner? On peut quand même regarder le cas de plus près pour avoir des idées. D'ailleurs, dans la description, je vous mets les liens pour les statistiques, pour vérifier. Et alors, à part la situation sanitaire qui est probablement meilleure qu'en France, il y a quand même autre chose. Parce que je crois que eux, ils n'ont pas le confinement imposé par une autorité. Mais les Suédois, vivant là-bas, ils ressemblent quand même aux Français. Ce sont des êtres humains. Hein. Ils ont les mêmes peurs, les mêmes envies, les mêmes craintes. Et ils ont surtout aussi une forte volonté de survivre à cette période incertaine. Et je crois que surtout sur ce sujet-là, on se ressemble tous, hein, qu'on soit chinois, thaïlandais, allemand, suédois, français, américain. La vie, elle nous est chère. Hein, et on a aussi, je crois, une forte volonté de protéger notre entourage à risque. On voudrait, si possible, leur éviter un danger de mort. Et aux Suédois, quand on leur laisse la liberté d'appliquer au bon moment les bonnes règles de vivre ensemble, que l'on leur a communiqué au bon moment, d'une façon bienveillante et confiante auparavant, et ils le font. On n'a pas besoin de leur imposer avec
avec une motivation extrinsèque, on appelle ça, négative, en disant que si vous ne faites pas ça, vous allez payer 135 euros. Non, on peut tout simplement leur dire, si vous ne faites pas ça, vous risquez de mourir ou vous risquez d'infecter un de vos proches à risque et il va mourir ou elle va mourir. Donc ça suffit. Hein, et c'est peut-être même plus important que les 135 euros. Malheureusement, certaines Françaises, entre guillemets, entre parenthèses, c'est pas que les étrangers, ou c'est surtout les Français qui pensent que eux-mêmes ou elles-mêmes n'en seraient pas capables. Il y a des Français qui me disent non, les Suédois, eux, ils sont raisonnables, ils sont matures, et peut-être aussi les Allemands et tous les pays nordiques, mais nous, les Français, non, on est plutôt un peuple latin, et nous, il nous faut la baguette. Moi, je trouve ça déplorable, et je trouve ça, surtout que je ne suis pas d'accord. Bon, apparemment, les autorités françaises sont de cet avis aussi, mais je crois, mais il y a quand même aussi des autorités, mais qui n'ont pas de pouvoir, ou pas autant de pouvoir, qui sont d'un autre avis. Hein. Je crois, au contraire, que la majorité d'entre nous, je me compte dedans, dans les Français, même si je n'ai pas la nationalité, mais ça fait 10 ans que je vis ici maintenant, je crois que la majorité d'entre nous, on est doté d'un esprit raisonnable et responsable. Et je crois qu'on est assez nombreux aussi, on est assez responsables et on est assez bienveillants et volontaires de raisonner et d'éduquer ceux d'entre nous qui ne le sont pas encore. Hein, il y a des personnes sans doute ignorantes ou irresponsables, irrespectueuses, qui ne vont pas dans le bon sens si on les force pas, mais on peut aussi les faire changer d'esprit d'une autre façon qu'avec une menace de punition de payer une amende. On peut le faire en éduquant, hein, en communiquant d'une façon bienveillante. Donc, je ne réclame pas à ce moment-là le retour au stade normal. Il y en a qui le font et je trouve ça pas irraisonnable non plus. Mais ce n'est pas l'idée ou le but de ce texte ici. Je ne réclame pas la liberté de pouvoir aller au Tour de France ou dans un stade de foot, au Festival de Cannes ou à Hellfest en ce moment. Je crois que ça, en effet, on peut s'en passer pour le moment et on peut se concentrer sur autre chose. Mais je voudrais que l'on nous accorde un peu d'égard, un peu de considération et un peu de droit d'intervention, d'agir par nos propres réflexions. Traiter le peuple un peu plus comme des véritables adultes, capables de faire des choix responsables, aiderait aussi à faire baisser la frustration et la tension chez les personnes les plus touchées par ce confinement. Hein, parce que je crois que surtout dans les cités, dans les HLM, là où on est vraiment confiné au sens un peu plus étroit du terme, quand on ne prend pas les gens au sérieux et quand on les traite un peu de haut comme des petits-enfants, je crois que ça, surtout, c'est très frustrant. Avant de finir, j'aimerais revenir sur la désobéissance civile de Thoreau, encore une fois, et un détail encore, un détail important. Parce que parfois, on utilise aussi le titre « On the duty of civil disobedience », c'est-à-dire « sur le devoir » de la désobéissance civile. Hein, c'est un titre un peu plus long, on rajoute ce mot devoir. Mais je trouve qu'il est assez important. Pourquoi ? Alors, ce serait non seulement une possibilité, mais éventuellement un devoir de désobéir au gouvernement à certains moments. Alors, étant donné que nous sommes des personnes dotées d'un esprit raisonnable et mature,
capable de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal, capable de distinguer entre une règle utile et une règle inutile, voire nuisible pour nous-mêmes et l'ensemble de la population. Dans ce cas, aurions-nous le droit de continuer à suivre des règles qui pertinemment sont nuisibles? Juste par peur d'être réprimandés. Ou, au contraire, aurions-nous le devoir de se révolter contre ce que nous reconnaissons comme mauvais? Donc, en ce moment, de ne pas se rendre en forêt pour un footing ou quoi que ce soit, pour une promenade en famille, pour prendre l'air, ou de remplir une attestation de sortie correctement. Tout ça pour éviter de payer une amende de 135 €, c'est encore relativement facile à accepter. On peut le faire. On fait un compromis, mais on peut le faire. Il faudrait cependant avouer que nous suivons cette règle non pas par une conviction de pouvoir ainsi sauver des vies, parce que vous ne pouvez pas me faire croire que vous croyez vraiment si je reste chez moi au lieu d'aller en forêt où je ne croise personne, ici en campagne, ça va sauver une vie. C'est difficile à croire. Vous pouvez peut-être dire que dans les cités, c'est une autre situation qu'en campagne, mais même dans les cités, quand je sors, et je sors à plus d'1 kilomètre de chez moi, c'est peut-être plus sûr que de rester dans ce petit diamètre où je vais croiser des voisins et d'autres personnes, alors que si je m'en vais un peu plus loin, on va peut-être moins se croiser parce qu'on se disperse. Donc, alors, on va suivre ces règles aussi avec l'attestation. Hein. Si je le remplis ou pas, ça ne va pas nous sauver des vies. Donc, mais je fais le compromis parce que voilà, ça ne me demande pas beaucoup d'efforts au niveau compromis. Mais c'est quand même plutôt la pression extérieure qui me le fait faire que ma conviction personnelle. Alors, si on fait ça, on peut se demander comment aurions-nous fait à une époque un peu lointaine, mais pas si lointaine que ça, où il existait des règles semblables à celles-ci-là. Attention, recensement de la population. Signalez aux autorités si vous hébergez des juifs chez vous. Signalez également des voisins qui le font, sous peine d'amende de 135 € en cas de négligence. Donc, mon accent en allemand, peut-être que ça vous aide à situer un peu l'indice dans le contexte historique. Vous pouvez bien sûr argumenter que dans ce cas-là, c'était un gouvernement étranger qui a imposé ce sorte de règles. Et donc, c'était un peu évident que c'est mal intentionné et qu'il ne faudrait pas les suivre. Mais en Allemagne, c'était la même chose. Il y avait aussi une résistance importante. Et il y avait aussi des règles comme ça. Il y avait des gens qui l'ont suivi. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont suivi par ignorance. Il y a des gens qui l'ont suivi par peur, surtout, la plupart, je crois. Il y a des personnes qui ont désobéi, qui avaient peur aussi, mais qui ont désobéi parce qu'ils savaient pertinemment que cette règle, on ne leur expliquait pas le sens derrière cette règle aux gens. Il y a des gens qui ne voulaient pas le savoir. Il y a des gens qui avaient des soupçons et qui ont choisi de désobéir à cette règle et ils ont couru des grands risques et certains ont payé les conséquences, ont
on subit des conséquences négatives en désobéissant à ces règles. Mais voilà, excusez-moi, je vais pas. C'était pas censé être le sujet du truc, si, un petit peu quand même, mais c'était spontané. Alors, sans connaître l'idée derrière cette règle, sans être convaincu de l'utilité de cette règle, pour notre propre bien-être, celui des Juifs ou celui de l'ensemble de la population, mais avec la menace d'une punition du pouvoir, nous serons-nous pliés à suivre cette règle? Ça, on peut se le demander. C'est vrai que on a tendance à oublier l'histoire et c'est plus vraiment dans l'actualité aujourd'hui, mais il y a de la littérature là-dessus et à chaque fois que moi, en tout cas, quand je lis de la SS ou de la Gestapo ou aussi de la Stasi, moi je suis né en Allemagne de l'Est, c'était pas aussi grave que pendant le Troisième Reich, mais c'était un peu dans l'idée là. Et là, nous, pendant le voyage, on était au Cambodge avec les Khmers rouges et Pol Pot. Et ça, c'était en 1973. Au Chili, on était aussi avec la dictature de Pinochet en Argentine. Et tout ça, c'est pas si loin que ça. Et à part la dictature à la 1984, il y a aussi la dictature à la Huxley, The Brave New World. Donc, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas, on n'y est pas encore, hein, et peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais l'histoire est cyclique, normalement, même si on peut évoluer. Mais si on veut évoluer, il faudra faire un effort, et il faudra le faire consciemment. On ne va pas évoluer comme ça, par miracle. Donc, je crois qu'il y a quand même un intérêt à faire attention. Alors, donc c'est pour cela que Thoreau nous a parlé du devoir moral de désobéir au gouvernement, quand nous nous rendons conscients que celui-là dévie du bon chemin, peu importe si c'est par inadvertance, par ignorance ou par une mauvaise intention, parce que ceci est notre pays ou le vôtre, et non pas celui du gouvernement. C'est le pays du peuple. La fonction du gouvernement est de gérer au mieux les vivre ensemble et de gérer les ressources du pays, qui incluent l'eau, l'air frais, la nature, les ressources dans les terres et les ressources humaines aussi. Et quand nous estimons que le gouvernement ne remplit pas cette fonction-là de bien gérer le vivre ensemble et bien gérer les ressources, nous devrions peut-être alors désobéir et exercer notre droit ou notre devoir d'intervention. Comme j'ai déjà dit au début, ceci n'est pas une incitation à la désobéissance civile, c'est une incitation à la réflexion personnelle, à la prise de conscience, et par la suite, c'est à vous de décider de faire un choix personnel de ce que vous avez envie de faire. Moi, je reste à la maison. On est bien ici, on a de la chance. Mais comme j'ai dit aussi, je sors là où je suis à 100% convaincu que moi-même, je ne risque pas. Moi, vie à moi, déjà, je crois que non. Je suis assez résistant, mon système immunitaire est assez fonctionnel, mais je n'ai pas non plus envie de risquer la vie de ma famille, de mes beaux-parents, et non plus des voisins ou de qui que ce soit. Donc, je fais tout ce que je trouve censé pour protéger mon entourage proche et lointain, mais je me prends la liberté que je trouve légitime sans déranger personne d'autre. Et je crois que je suis assez sensé et raisonnable pour le faire. Et je vous invite à faire la même chose. Merci pour votre attention et bon courage et tout le bonheur du monde. Bye bye.